J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que vous tenez le coup. De notre côté, cela fait désormais près de 2 semaines qu'un homme a disparu de la circulation. 14 jours, ou plutôt 12 interminables journées, sans nouvelles d'un économiste reconnu, d'un analyste aguerri des mécanismes financiers, d'un expert en ingénierie économique. Un entrepreneur aussi, à la tête d'un cabinet de conseil dont la mission consistait à épauler des entreprises algériennes et internationales en difficulté, à les guider pour sortir de l'impasse. 12 jours d'absence officielle, 12 jours de silence imposé. Pourtant, la réalité est connue. Son sort a été révélé et cela fait déjà plus de 9 jours que l'on sait qu'il a été privé de liberté. Malgré cela, aucun visage familier n'a pu le croiser. Ni sa famille, ni ses proches, ni même un avocat n'ont eu accès à lui. Il est là, quelque part, sous arrestation, invisible, isolé, effacé. Depuis que Jules Lama a disparu, le vide laissé par son silence a été aussitôt rempli par le bruit. Un déluge de supputations, de récits inventés, d'analyses hasardeuses et de polémiques en cascade. Ces 2 derniers jours, certaines pages Facebook, relayées notamment par des médias marocains, ont franchi un cap. On l'a annoncé mort, son corps prétendument découvert, étendu dans une flaque de sang, comme dans un mauvais film noir. Tout cela est faux, grossièrement faux, délibérément mensonger. Une intoxication de plus, ni la première ni la dernière. La réalité, elle, est bien plus glaçante. Jules Lama respire encore, cela a été confirmé, mais il ne circule pas librement. Et il faut poser la question, frontalement, à quoi bon être en vie lorsqu'on est privé de liberté? Car les faits sont têtus. Voilà plus de 12 jours qu'il est retenu dans les locaux d'un service de sécurité en Algérie, enfermé dans une caserne relevant d'un appareil sécuritaire. Or, cette situation n'est pas seulement choquante moralement, elle est juridiquement intenable. La loi algérienne est sans ambiguïté. Aucun service, aussi puissant soit-il, n'est censé priver un citoyen de liberté au-delà d'un délai strictement limité. La garde à vue n'est pas un no man's land légal. Elle obéit à des règles précises, à des délais encadrés, inscrits noir sur blanc dans la législation algérienne en vigueur. 2 jours, pas davantage, sauf exception clairement définie. Dépasser ses limites, c'est sortir du droit et entrer dans l'arbitraire. En Algérie, la privation de liberté n'est pas censée être extensible à l'infini. Le cadre est clair, 48 heures initiales, éventuellement prolongées jusqu'à 4 jours. Au-delà de ce seuil, on ne parle plus de faits ordinaires, mais d'infractions d'une extrême gravité. Les délais changent alors de nature, 8 jours, parfois 10, et dans les cas les plus lourds, jusqu'à 12. Jamais plus. Encore faut-il rappeler une évidence souvent oubliée. Ces durées exceptionnelles ne s'appliquent qu'à des situations elles-mêmes exceptionnelles. La loi algérienne est précise. Pour les affaires liées au trafic de drogue, la garde à vue peut s'étendre sur 10 jours. Pour les accusations les plus redoutées, terrorisme ou atteinte à la sûreté de l'État, la limite maximale autorisée est de 12 jours. 12. Pas 13. Pas davantage. Que faut-il en conclure? Que Jules Lama ne serait plus un simple citoyen arrêté, mais un homme placé sous une enquête sécuritaire lourde, soupçonné de faits d'une gravité extrême. En clair, il serait traité comme un individu suspecté d'actes terroristes ou subversifs. Et là, le malaise devient physique. On en a littéralement la nausée. Car comment admettre qu'un économiste, un dirigeant d'entreprise, un professionnel des mécanismes financiers puisse soudain être assimilé à une menace pour la sécurité nationale? Comment franchir mentalement ce gouffre entre l'analyse économique et l'accusation de terrorisme? À cet instant précis, ce n'est plus la logique qui parle, mais l'absurde. Quel crime a donc commis Jules Lama? Remontons à peine 15 jours en arrière. À ce moment-là, il vivait sans la moindre inquiétude. Il ne figurait sur aucun radar officiel, ne représentait aucune menace, n'éveillait aucun intérêt particulier chez les autorités. Rien, absolument rien ne laissait présager qu'il puisse être interpellé un jour. Encore moins qu'il soit saisi en pleine rue par des hommes en civil relevant d'un appareil sécuritaire redoutable. Son tort? Avoir pris la parole sur un plateau de télévision. L'affaire Jules Lama est sans précédent, inédite, du jamais vu en Algérie
et peut-être même au-delà. Certes, des scénarios similaires ont pu exister ailleurs, dans des régimes autoritaires, figés dans d'autres temps. Mais ici, c'est une première. Un économiste, un simple analyste dont la seule faute a été de livrer une lecture critique d'un méga-projet économique. Il n'a pas appelé à la révolte, il n'a pas prêché la subversion, il s'est contenté de dire que le projet Arbillet n'était pas irréprochable, qu'il comportait des failles, que son coût était exorbitant, que sa réalisation supposait des infrastructures annexes nécessitant des investissements colossaux. Pire encore, il a rappelé des faits déjà établis. Des données connues, étudiées, documentées dans des thèses universitaires, des travaux de recherche et des enquêtes journalistiques. Le minerai exploité est de qualité médiocre, chargé en phosphore, pauvre en fer. Rien de nouveau, rien de secret. Voilà tout ce qu'il a fait. Voilà tout ce qu'il a dit. Et pour cela, 12 jours de garde à vue? Une arrestation brutale? Une détention dans une caserne militaire? Une enquête sécuritaire? Une mise en doute de son patriotisme, de son attachement au pays, de son intégrité personnelle et morale? Est-ce réellement le prix à payer pour avoir osé penser et parler? À quel moment la critique devient-elle une trahison? À partir de quand poser des questions légitimes suffit-il pour être désigné comme ennemi de la nation? Comment peut-on prétendre trahir l'Algérie en osant analyser un méga-projet dont les coûts astronomiques risquent, demain, d'être assimilés à un gaspillage massif de fonds publics? Depuis quand examiner les conséquences économiques d'un chantier colossal équivaut-il à porter atteinte à la souveraineté nationale? De quoi parle-t-on au fond? D'économie. Rien de plus. Et pourtant, l'affaire Julama a basculé dans l'absurde. Aujourd'hui, elle est requalifiée en affaire sécuritaire majeure. On évoque désormais le terrorisme, la subversion. Pire encore, on le soupçonne d'être un agent marocain, un relais du Magzen, un espion au service d'une puissance étrangère. Sérieusement, nous sommes en 2026. À quoi ressemble donc l'espionnage moderne? À un homme qui se rend sur un plateau télé, salue le public et annonce calmement « Bonjour, je suis espion et ma mission consiste à déstabiliser l'Algérie en critiquant le projet Erbilbet. » Cette narration est grotesque. Elle ne tient pas debout une seule seconde. Elle défie toute logique, tout bon sens, toute intelligence minimale. On a basculé dans une farce délirante. Même les plus grands maîtres du burlesque, ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma par l'absurde et la caricature, n'auraient jamais osé écrire un scénario aussi grotesque. Au début, on aurait presque pu en rire. 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être même 4. Mais aujourd'hui, cela dure depuis plus de 12 jours, et le rire s'est étouffé. Car derrière cette mascarade, il y a un homme bien réel, un père de famille, un économiste, un dirigeant d'entreprise, un professionnel qui, comme tant d'autres spécialistes, n'adhère pas aveuglément au projet Erbillet. Et alors, le désaccord serait-il devenu une preuve de trahison? La critique suffirait-elle désormais à transformer un citoyen en espion? Faut-il comprendre que ce projet aurait acquis un statut sacré? Serait-il élevé au rang de pilier fondateur au même niveau que l'amazigité, l'arabité ou l'islam, religion d'État? Évidemment que non. Erbillet n'est qu'un chantier, un programme économique parmi d'autres. L'Algérie n'est pas née avec lui. Elle existait avant, elle continuera pendant et elle survivra après. Alors, comment expliquer une telle déchéance morale? Comment a-t-on pu salir Julama de cette façon? Quel enquêteur, quel officier des services secrets, quel responsable de la gendarmerie ou de la police nationale, quel haut gradé aurait pu concevoir une accusation aussi absurde? Comment imaginer qu'un homme qui consacre sa vie à soutenir des entreprises algériennes en difficulté soit soudain catalogué comme traître, plus comme agent d'une puissance étrangère? Cette affaire dépasse l'entendement. Elle heurte de plein fouet l'histoire et les valeurs de l'Algérie. On n'est plus dans l'erreur, ni même dans le scandale ordinaire. On est face à quelque chose de bien plus grave. Un méga scandale. À l'instar du méga projet qu'il a osé analyser, Julama a été réduite au silence. Plus de voix, plus de contact. Sa famille est tenue à distance, privée de toute visite. Ses avocats eux-mêmes n'ont jamais pu lui parler. Il est désormais englouti dans une enquête sécuritaire déclenchée au sommet de l'appareil d'État.
car son arrestation n'a rien d'un hasard administratif. Elle porte une signature politique, celle du président Abdelmadjid Tebboune en personne. Tout a basculé le jour où une séquence vidéo de Djoulama a circulé sur les réseaux sociaux, relayée par Saïd Benz. Une intervention pourtant mesurée qui ne détruisait pas le projet Arbilais, mais se contentait de l'examiner avec esprit critique. Il y évoquait des chiffres, posait des questions embarrassantes, mettait en lumière des incohérences autour du chantier de Gara Djibileh. Cela a suffi. Le pouvoir a vacillé. L'ego présidentiel s'est senti piqué au vif, blessé, humilié. La réaction ne s'est pas fait attendre. Une colère sourde, noire et un ordre clair donné aux services de sécurité. Interpeller Djoulama, le placer sous enquête, le neutraliser. Car dans cette logique déformée, critiquer un projet présidentiel revient à commettre un crime. Ne pas applaudir, c'est trahir. Ne pas être d'accord, c'est devenir ennemi de l'État. À en croire la mise en scène officielle, Tebboune serait le gardien suprême de l'algérianité. Mieux encore, son inventeur. À ce rythme, demain on nous expliquera qu'il a façonné l'Algérie de ses propres mains, qu'il a déclenché le 1er novembre, qu'il était à la place de Boudiaf, qu'il a prononcé la célèbre phrase sur la Révolution « Avec vous, sans vous, contre vous ». Et pourquoi pas avec les singes de la Chifa. On finira par dire qu'il fut Abdelkader, puis Juburta, puis Massinissa, tout à la fois. L'alpha et l'oméga. La réalité, elle, est autrement plus triviale. Tebboune n'est qu'un hagard. Car lorsqu'un président ordonne l'arrestation d'un économiste pacifique, droit, honnête, profondément attaché à son pays, simplement parce qu'il a eu le courage et la lucidité de proposer une analyse rigoureuse, utile à l'intérêt général, alors il ne s'agit plus d'autorité. Il s'agit de tyrannie. Faire arrêter un homme pour avoir réfléchi, pour avoir parlé, pour avoir voulu protéger le bien commun, c'est se disqualifier soi-même. Et l'histoire est constante. Les hagards finissent toujours relégués dans les poubelles de la mémoire collective. Quant à Djoulama, le temps retiendra surtout ceci. Il a été abandonné. Personne pour le défendre, personne pour se tenir à ses côtés. Une famille plongée dans l'angoisse, sans nouvelles pendant 12 jours. Et si demain il n'est toujours pas présenté devant un juge, devant un tribunal algérien quelconque, alors nous entrerons dans une zone jamais explorée par les annales judiciaires du pays. Un gouffre. Un scandale absolu. Liberté pour Djoulama. Liberté pour tous les prisonniers politiques.